Gulliver, bonsoir. On voit que les négociations s'accélèrent. Les pressions américaines, elles sont très fortes depuis plusieurs jours. Il y a eu aussi des révélations de connivence de Steve Witkoff avec le Kremlin. Quel est aujourd'hui l'état d'esprit des Ukrainiens ? Je pense qu'ils sont nerveux, c'est sûr, mais la plupart des Ukrainiens à qui je parle et la plupart des commentateurs, des experts qu'on peut entendre sur les médias sont convaincus que, malgré ce que dit le Kremlin, en fait, ils ne sont pas sérieux. Et Vladimir Poutine ne veut pas la paix à ce stade et ne signera pas d'accord, surtout pas un accord modifié pour être moins favorable aux demandes du Kremlin que le plan en 28 points initialement présenté, mais probablement même pas ce plan-là. Alors, même si les négociations s'accélèrent, peu de monde ici pense qu'elles vont aboutir. Quant à la pression américaine, il est toujours inquiétant pour les Ukrainiens quand ce sont eux qui sont sous la pression et pas les Russes. Mais chez les plus optimistes, il y a toujours cet espoir que Donald Trump, quand il va voir que en fait Vladimir Poutine ne veut signer rien du tout, va enfin mettre une vraie pression sur Moscou. Mais les déclarations récentes de certains membres de l'administration Trump et notamment de J.D. Vance ne vont pas du tout dans ce sens. Et le nouvel engagement du vice-président, visiblement assez hostile à l'Ukraine, inquiète ici, d'autant plus que Dan Driscoll, secrétaire aux armées et ami de J.D. Vance, semble assumer un nouveau rôle de négociateur. Il est même attendu à Kiev, je pense, selon Andriy Yermak, le chef du cabinet de Volodymyr Zelensky, dans les prochains jours. Monsieur Driscoll est un proche de J.D. Vance et lors de sa visite la semaine dernière, il aurait adopté un ton très agressif auprès des ambassadeurs des pays de l'OTAN ici à Kiev, en disant que l'Ukraine pourrait se voir forcée à adopter un accord encore moins favorable à l'avenir parce que son évaluation de la situation militaire était très, très pessimiste. Et en parallèle de ces négociations sur le terrain, Gulliver, la guerre, elle se poursuit. Les frappes russes sont incessantes. Alors, les frappes russes massives ont lieu à peu près une fois par semaine, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Et il y a des frappes russes à moindre échelle toutes les nuits. C'était la ville de Zaporizhzhia qui a le plus souffert hier soir. C'était hier soir la frappe. Mais il y a aussi des frappes de drones ukrainiennes sur des cibles en Russie quasiment toutes les nuits aussi. Et ça, c'est un facteur d'espoir en Ukraine parce que l'effet de ces frappes sur l'économie et l'effort de guerre russe commence à se faire sentir. Mais le problème, c'est que les progrès russes dans la zone des combats dans l'est et dans le sud du pays fait que certains ici commencent à penser qu'en fait Dan Driscoll a peut-être raison de penser que l'Ukraine se trouvera dans une situation encore plus mauvaise dans quelques mois. Pour ceux qui sont de cet avis, l'échec probable de ces pourparlers est plutôt une mauvaise nouvelle. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que c'est une bonne nouvelle si Kiev n'est pas forcé à accepter une mauvaise paix à ce moment défavorable parce qu'ils pensent que dans quelques semaines, dans quelques mois, l'offensive russe va culminer, les Russes vont commencer à manquer d'effectifs et la ligne de front pourrait même commencer à bouger dans l'autre sens. Mais il faut se rendre à l'évidence qu'il y avait beaucoup d'analystes ukrainiens qui prédisaient au mois de septembre que l'offensive russe se ralentirait, voire même se gèlerait, s'arrêterait au début de l'hiver. Et cela ne s'est absolument pas produit. La bataille du Donbass bat son plein. Merci beaucoup, Gulliver Krag, en direct de Kiev, en Ukraine.